Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette table ronde consacrée à l'avenir de la filière nucléaire, qui est une de notre dernière table ronde de la journée, qui a été très très dense et qui continue à être dense puisque le sujet est particulièrement riche, comme on va pouvoir le voir tout au long de l'heure qui suit. Donc on a la chance d'être avec des intervenants de très grande qualité que vous aurez l'occasion de découvrir après. Donc je fais une très brève introduction pour vous dire donc déjà que je m'appelle Benoît Calatayud et que je m'occupe des sujets de transition énergétique à la direction de l'innovation de BPI France et en particulier du nucléaire où on a beaucoup agi au cours de ces derniers mois concernant le plan de relance. On pourra y revenir à l'occasion de cette table ronde où en particulier 120 millions d'euros ont été consacrés à la fois à la modernisation des installations mais aussi au développement de ce qu'on appelle l'usine du futur, de nouvelles installations et modalités du nouveau nucléaire, on pourra y revenir. Et donc on a eu un effort assez conséquent pour la filière, ce qui est assez nouveau puisque la filière a beaucoup souffert au cours des 10 dernières années et on va étudier à l'occasion de cette table ronde l'avenir de cette filière sous toutes ses dimensions, que ce soit une dimension économique, technique, mais aussi de formation et de compétences, on y reviendra. Je passe la parole donc à Sandrine Weiss qui nous fait le plaisir d'animer cette table ronde et on pourra échanger par la suite à l'occasion des questions. Merci beaucoup et c'est à vous Sandrine. Merci Benoît. Pour répondre à vos questions sur ce débat sur le nucléaire, donc 4 experts à nos côtés que je vais laisser se présenter. On va commencer tout au fond, si vous voulez bien, avec Hervé Maillard, qui est autorisé pour l'occasion à retirer son masque. Alors Merci. Hervé Maillard, je vous laisse vous présenter. Oui, donc comme Sandrine vient de le dire, je m'appelle Hervé Maillard, je suis le coordinateur de la filière nucléaire. Donc globalement, mon rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre les 3200 industriels de la filière et les différents services de l'État. Et tout à l'heure, Benoît parlait du plan de relance. Donc un de mes rôles, il y a à peu près un an, ça a été de rédiger les axes que l'on a proposés à l'État dans le cadre du plan de relance. Et Benoît a cité 120 millions. Alors 120 millions, c'est BPI, mais au total, le plan de relance, c'était 470 millions. C'est bien de le préciser, merci. Valérie Faudon, à vos côtés. Oui, donc je m'appelle Valérie Faudon, je suis déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Donc nous sommes la société savante du secteur, nous sommes un think tank et nos experts réfléchissent à la fois sur l'avenir du nucléaire et sur les innovations. Nous produisons des études. Dernièrement, nous avons beaucoup produit d'études sur la sécurité d'approvisionnement électrique, donc les scénarios énergétiques 2050, sur le coût du nucléaire, sur le nucléaire de demain. Merci. Vous passez la parole à Stéphane Sarade. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Stéphane Sarade. Donc, je suis directeur des programmes énergie au CEA, le commissaire à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est un organisme public de recherche. Mon rôle, c'est d'animer une direction qui pilote l'ensemble de la R&D dans les domaines des énergies bas carbone du CEA, puisque nous travaillons à la fois sur le nucléaire, et c'est historiquement notre travail initial, et nous continuons bien sûr à y travailler, mais nous travaillons aussi sur les énergies renouvelables, en particulier la production photovoltaïque, les batteries et l'hydrogène. Et globalement, notre direction pilote l'activité de 2500 chercheurs sur 5 sites CEA, avec un budget de recherche de l'ordre de 300 millions d'euros pour la R&D nucléaire et un peu plus de 130 millions d'euros pour la R&D dans le domaine des nouvelles technologies pour l'énergie. Merci à vous. Et pour terminer, Pierre-Marie Abadi. Bonsoir également à vous tous. Donc Pierre-Marie Abadi, moi je suis le directeur général de l'ANDRA. L'ANDRA, c'est une agence nationale en charge des déchets radioactifs, environ 700 personnes. C'est une agence publique du ministère de l'écologie. On est une agence de recherche, on est une agence de conduite, de maîtrise d'ouvrage, de conception de sites de stockage, et on est également une agence exploitant des sites de stockage. Donc en fait je suis l'exploitant nucléaire d'installation nucléaire de base du panel. Le grand dossier de l'ANDRA, bien évidemment, je pense que pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet, c'est le projet de stockage de déchets souterrains pour les déchets les plus dangereux de la filière. C'est le projet d'ICIGEO, qui est un défi scientifique, un défi technologique, un enjeu en termes de conduite de projet au cœur de la filière et un enjeu sociétal. Et d'ailleurs, en ce moment, on est en pleine enquête publique pour la déclaration d'utilité publique du projet CIGEO, qui est une des étapes dans le long chemin d'autorisation et de permitting du projet. Voilà.
Merci à vous. Alors j'ai une toute première question à nos intervenants qui est une question très globale. Quel est l'état de santé de la filière nucléaire aujourd'hui? Peut-être Hervé, je vois prendre le micro. Oui, merci. Valérie me le tend aussi. Mais elle répondra aussi. Elle répondra aussi. C'est sûr que la filière nucléaire est passée par des difficultés qu'on pourrait qualifier de sérieuses dans les années passées. C'était principalement lié au fait qu'on avait arrêté de construire les réacteurs pendant plusieurs décennies. Il y a eu un gros pic d'activité dans les années 90, avant les années 2000, je dirais. Et quand il s'agit de redémarrer les activités sur Flamanville 3, il y avait des pertes de compétences, des pertes de référentiels. Je pourrais parler par exemple des référentiels de gestes de soudure qui ont donné lieu à beaucoup de discussions. Et donc là, il y a eu un audit assez approfondi de fait à la demande du gouvernement qui a fixé des plans d'action. On a contractualisé ces axes et ces plans d'action avec le gouvernement, avec un contrat de filière qui a été signé début 2019. Tout le travail n'est pas encore terminé. On a créé l'Université des métiers il y a peu de temps, il y a quelques mois. Donc il y a encore des choses qui doivent être mises en place, mais le plus gros du travail est quand même derrière nous et ça donne confiance, je dirais, à la fois à la filière, donc les industriels et à l'État pour pouvoir se projeter vers l'avenir avec une énergie donc nucléaire décarbonée, avec les objectifs que vous connaissez sans doute de neutralité carbone complète en 2050, qui va nécessaiter un mix énergétique peut-être, je me permets de vous décarboné. demander quelques chiffres pour présenter le secteur en termes de pourcentage, en termes de consommation. Oui, la filière nucléaire, c'est 220 000 emplois répartis globalement partout où il y a des installations exploitant, comme le disait Pierre-Marie, exploitant du nucléaire. Donc ça peut être des centrales, ça peut être des centres de recherche, CEA, ça peut être des installations gérant les déchets nucléaires qui sont répartis partout sur le territoire. Donc 220 000 emplois, 3200 entreprises. C'est beaucoup pour une filière industrielle, pour la deuxième, troisième filière industrielle française. Les autres sont plutôt, automobiles, aéronautiques, sont plutôt aux alentours de 500-600 entreprises. Donc ça veut dire que les entreprises de la filière sont extrêmement présentes et extrêmement réparties dans tous les bassins d'emploi sur le territoire. Tous les départements, toutes les régions de France, à part peut-être Occitanie, qui est le centre du CEA. Donc, et puis en termes largement. de chiffres, vous pouvez rappeler quelle part représente le nucléaire dans la production électrique tout à fait. globale Donc française? La production nucléaire, c'est 70% d'électricité décarbonée dans le mix électrique français, ce qui fait que globalement en France, 1 kWh, une télé qui fonctionne pendant 1 heure, ça émet 60 grammes de CO2. La moyenne européenne, c'est presque 300. La moyenne mondiale, c'est presque 500. Donc on est dans des facteurs de décarbonation de l'économie qui sont très importants. Et on y reviendra peut-être, parce que si on veut décarboner la France en 2050, il ne faut pas que décarboner les téléviseurs et les automobiles, il faut aussi décarboner les hauts fourneaux et les industries lourdes. Et ça, c'est une autre dimension à laquelle il faut qu'on s'attaque. Merci Hervé Maillard, on voulait des chiffres, on a eu des chiffres. Alors je crois que votre voisine Valérie Faudon voulait ajouter quelque chose sur cet état de santé de la filière. Oui, donc je voulais dire que c'était en effet une filière qui avait souffert, mais qui est stratégique, et elle a conscience d'être stratégique. Elle est stratégique pour notre sécurité d'approvisionnement électrique, et on l'a vu ces derniers temps avec la crise sur les marchés du gaz. Il faut savoir que dans tous les scénarios mondiaux de décarbonation, il y a du nucléaire, il y a beaucoup de renouvelables et il y a du nucléaire. Et que notre parc va arriver à 60 ans à la fin des années 2030. 2030, c'est demain. Donc il faut commencer à le renouveler. On sait qu'on aura un futur où il y aura de plus en plus de renouvelables dans notre mix, mais on sait qu'on aura besoin de ce socle parce que le nucléaire est non seulement bas carbone, mais il est pilotable. Et le deuxième point, c'est qu'on est aussi à un moment charnière au niveau industriel. On vient de finir Flamanville, qui a révélé que quand on arrête de construire, on perd nos compétences. Donc on attend une décision du gouvernement, et aussi à la suite des élections, pour le lancement d'un chantier à bon entendeur, de problématique de 6 unités EPR, qui seront le socle
d'un renouvellement du parc nucléaire. Alors Pierre-Marie Abadi, vous vouliez aussi ajouter quelque chose, votre avis sur cet état de santé de la filière nucléaire Oui, en France? effectivement, ma position en tant que juste directeur général de l'ANDRA ne me met pas en situation de parler de l'ensemble de la filière, mais en même temps, je suis membre du conseil d'administration du GIFEN et je pense que je peux apporter 3 éléments. La première, c'est que ça reste une industrie de souveraineté. Valérie l'a dit tout à l'heure, la filière avait du travail, elle a du travail à faire, mais à la fin, il y a aussi un enjeu de volonté politique, c'est vrai sur la filière en général et a fortiori sur un projet comme les projets de stockage de déchets, dans lequel on est en fait, le maître d'ouvrage, c'est quand même l'État, et nous, on n'est qu'une agence de mise en œuvre d'une politique publique. Ça, c'est le premier message que je voulais passer. Le deuxième, c'est que pour ce qui est du travail qui a été engagé, c'est témoigner de l'alignement collectif de la filière. Alors, je pense que ça vaut le coup d'être souligné, parce que la filière a défrayé la chronique par le passé, plutôt par ses chamailleries internes, plutôt que par son alignement. La création du GIFEN sur le modèle du GIFAS pour l'aéronautique, ça a été un moment marquant d'alignement. Ça se traduit dans tout ce qu'a décrit Hervé Maillard, ça s'est traduit aussi dans des actes très, très concrets, notamment pendant la crise de la pandémie, où il y a eu des moments très forts de solidarité et d'alignement. On se voyait toutes les semaines pour voir comment on aidait la filière, les sous-traitants. Et c'est important que les sous-traitants, chacun dans son rôle, mais les sous-traitants se sentent en alignement avec les grands donneurs d'ordre, dont l'ANDRA. D'accord, donc un alignement entre les acteurs, vous insistez sur ce point. Voilà. Et puis le troisième élément que je voulais témoigner, c'est que c'est très concrètement ce qu'a évoqué Hervé Maillard, ce sont des plans d'action. Certains à l'initiative d'EDF, suite au rapport Foltz, c'est la mise en œuvre du programme Excel. Mais Excel, ce n'est pas que les réacteurs, c'est l'ensemble de la filière. Ça nous intéresse, nous aussi, l'ANDRA, comme gestionnaire d'un grand projet de plusieurs milliards comme Cigéo. C'est de l'innovation, c'est de la formation. Alors l'innovation, on va en parler un peu après. C'est beaucoup d'actions qui sont mobilisatrices pour l'ensemble de la filière. Merci. Alors justement sur les défis d'innovation à court terme, parce que dans le nucléaire, effectivement, on est sur du court terme, sur du moyen terme, sur du très long terme, parce que c'est des cycles de production très longs, le tout en musique. Je crois que Stéphane voulait dire quelque chose sur les défis d'innovation à court terme. Oui, alors les défis d'innovation à court terme sont importants. Donc le nucléaire est un secteur qui a toujours innové et qui continue à innover, malgré les vicissitudes évoquées. Alors pardon, déjà, qu'est-ce qu'on entend par court terme dans le nucléaire? C'est quoi du court terme? Le court terme dans le nucléaire, c'est plutôt 10-15 ans. D'accord, c'est bien de préciser. On va quand même préciser. Je crois qu'il faut distinguer plusieurs niveaux d'innovation. Le premier niveau, c'est à l'heure actuelle, nous avons un parc nucléaire et il faut imaginer que l'innovation est permanente. L'intégration des nouveaux outils, je prends des outils numériques par exemple, les outils de fabrication additive, sont au cœur de ce que l'on développe en partie pour nos partenaires industriels pour une meilleure optimisation du fonctionnement de nos centrales nucléaires, avec bien sûr la notion de sûreté qui est la base. Alors cette notion de sûreté, elle nous permet de décliner beaucoup d'innovations, notamment une innovation qui est très récente et qui est du court terme puisqu'elle va être développée par Framatome, c'est le développement de nouveaux combustibles nucléaires tolérants aux situations incidentelles. Donc post-Fukushima, nous avons développé un système de nouveaux combustibles capables de mieux tolérer les situations incidentelles. Donc ça, c'est un point important. Et puis le nucléaire, c'est aussi le nucléaire de demain. Et même si c'est du long terme, on y travaille beaucoup dans les réacteurs de nouvelle génération, les réacteurs de 4e génération. Alors le long terme, c'est combien d'années? Alors là, on est plutôt sur plusieurs dizaines d'années, on va dire. Voilà, on est sur plusieurs dizaines d'années. Sur les réacteurs à eau pressurisée, donc on est en train de développer des systèmes de gestion du cycle, de multi-recyclage du combustible en termes de R&D. Et puis au-delà, on a les réacteurs de 4e génération. Mais ce qui est important à avoir en tête, c'est que là où le nucléaire se réinvente, on en parlera tout à l'heure je pense, c'est qu'au-delà des installations nucléaires, des installations du cycle nucléaire qui existent, nous participons en France à cet effort mondial, puisque dans le monde il y a à peu près 70 projets autour des SMR, Small and Modular Reactor. Donc on passe de quelque chose qui a une puissance installée de l'ordre de 1700 MW, donc un EPR, à des installations de plus petite taille, donc aux alentours de 100 à 300 MW, donc destinés à l'export, destinés à remplacer les centrales au charbon. Et nous travaillons sur des développements industriels à l'horizon plutôt de 10-15 ans pour être pertinents. Il faut aussi imaginer, je terminerai avec ça, que l'innovation dans le nucléaire, c'est aussi la place du nucléaire.
Valérie l'a évoqué, les besoins en énergie électrique, en électricité, pardon, vont augmenter. On est à 500 TWh de production. Augmenter à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale et à l'échelle de la France. Déjà à l'échelle de la France. Si je me réfère au dernier rapport du haut commissaire au plan, M. Bayrou, indique que par rapport à ce que nous avons en termes de production électrique, donc 500 TWh tous les ans, on peut s'attendre à une augmentation de 45 à 60%. Quand je vous dis ça, je vous dis que nous allons avoir... 45 à 60% à l'horizon de 2040-2050. En France, donc. Juste pour vous fixer les idées, en 2030, 21% de l'énergie électrique mondiale sera consommée par ce que vous avez dans votre poche, des téléphones portables, du streaming et du trafic Internet. Un cinquième de l'énergie électrique dans le monde. Alors ça, en volume d'énergie, c'est équivalent à l'énergie mobilisée pour le transport routier mondial. D'accord ? Donc ça vous montre, si vous n'êtes pas convaincu, du fait que... Et là, on n'est pas encore sur la décarbonation de l'industrie, on n'est pas encore sur la décarbonation. Donc on va avoir besoin de beaucoup d'électricité, donc beaucoup d'électricité décarbonée. Et je terminerai avec ça. L'innovation, c'est aussi comment le nucléaire doit se positionner pour être une énergie pilotable, bas carbone, capable de s'adapter à des énergies renouvelables, donc intermittentes. Donc ça veut dire des combustibles capables de pouvoir mettre en puissance un réacteur plus rapidement, l'effacer plus rapidement. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, là aussi avec du court terme. Merci. Pierre-Marie Abadie, vous vouliez ajouter quelque chose sur les défis de l'innovation? Alors, vous pouvez englober à court terme et puis aussi peut-être, parce qu'on y a déjà un peu répondu, comment s'inscrit la France dans la course à l'innovation, cette fois au niveau mondial? Oui, alors ça fait plusieurs questions. Oui. Alors, tout d'abord, alors que la filière n'avait pas toujours cette image-là, c'est une filière dans laquelle il y a beaucoup d'innovations qui se mettent en place maintenant et je pense qu'il faut l'avoir en tête. On vient d'évoquer les sujets qui sont propres à... Oui, c'est ça, des innovations spécifiques et des innovations qui concernent tous les secteurs Exactement. industriels. Il y a les innovations spécifiques qui viennent d'être évoquées. Il y a aussi le fait qu'on doit attraper des innovations qui existent par ailleurs. La conduite des projets, c'est du BIM, c'est du PLM, ça va être de l'intelligence artificielle, ça va être du data mining et c'est des sujets qui sont de plus en plus importants, a fortiori dans un projet comme Cigéo qui lui a un horizon de temps qui donne le vertige puisque c'est 150 ans, mais 150 ans de déploiement progressif, c'est aussi une capacité à capter dans un développement incrémental énormément d'évolutions technologiques. Donc il y a à attraper les évolutions, les innovations qui se font à par ailleurs. La deuxième chose, c'est des innovations qui sont propres à nous. Alors on ne le dit pas forcément, mais pour nous, comme c'est des travaux souterrains, on a énormément de sujets qui sont liés à l'innovation dans les travaux souterrains. Alors c'est peut-être pas au cœur de ce qui est évoqué ici, et pourtant il y a énormément d'innovation qui se fait dans ce domaine-là. On était à l'AFTES il n'y a pas très longtemps, qui est le salon spécialisé de cela, des tunneliers verticaux, des tunneliers rétractables, et tout ça c'est lié au Grand Paris et à tous les travaux qui se font en souterrain. Et puis la troisième chose, c'est des innovations et du financement d'innovation qui est propre à la filière. Et Benoît, il faisait allusion tout à l'heure, dans le plan de relance, il y a notamment un appel à projet spécifiquement sur les déchets pour attraper les enjeux de valorisation, des enjeux de métrologie, les enjeux de réutilisation, d'alternatives ou de développement complémentaire aux solutions de référence que nous avons. Et il y a quand même 70 millions dans ce, je crois que c'est à peu près ça, dans ce programme. Ça fait 1/5 du volet nucléaire du plan de relance. Donc en fait, c'est quand même un secteur dans lequel il y a clairement de l'innovation depuis la R&D jusqu'aux applications industrielles. Merci. Hervé Maillard, un complément sur l'innovation. Oui, je vais faire le miroir de ce qui vient d'être dit par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de petites entreprises très réparties sur le territoire France, 3200. Et donc on a des innovations spécifiques à la filière, on vient d'en parler. Mais il y a aussi tout un champ d'innovation qui est très porté d'ailleurs par l'État dans Innovons, BPI France, le développement d'usines du futur et tout ça. C'est les 120 millions d'euros dont parlait Benoît tout à l'heure. Et en fait, le rôle de la filière, c'est vraiment de comprendre ces innovations et comment, avec l'argent de BPI, je suis un peu trivial, mais c'est ça, faciliter l'accès à ces innovations à des petites entreprises. Je vais prendre un exemple assez simple qui est la fabrication additive. Donc, dit autrement, l'impression métallique
en 3 dimensions qui existent dans beaucoup de secteurs, avec des imprimantes forcément qui sont très chères, pas accessibles à des petites entreprises. Donc il faut qu'on développe, nous, les cas d'usage permettant à une petite entreprise de devenir un peu plus grosse, d'accéder à l'imprimante en se disant bah tiens, j'y vais parce qu'il y a quand même un marché côté nucléaire. Ça pose des questions de réglementation, ça pose des questions internes à la filière parce qu'on remplace des pièces moulées par des pièces imprimées. C'est des discussions avec l'autorité de sûreté et ça, c'est à nous de les prendre, c'est pas aux petites entreprises. Voilà, donc il faut vraiment qu'on fasse ce travail pour les pousser. Et dans les appels à projets qu'avait lancé BPI dans France Relance, on a fait un travail colossal d'explication des outils BPI sur Quand le vous terrain. dites on, c'est qui? C'est la filière. La filière en général, d'accord. Beaucoup moi. Donc on a été beaucoup sur le terrain, on a fait des audios dans toutes les régions de France avec les sous-préfets à la relance, avec ce qui s'appelle les DRETS maintenant, pour expliquer ces outils, dire à qui les entreprises devaient s'adresser et les aider à déposer leur dossier à BPI, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas toujours facile pour une petite entreprise. C'est bien de le souligner, merci. Pierre-Marie Abadie, la France, comment Je peux dire quelque chose sur l'innovation? Mais bien sûr. Absolument. Non, je voulais un peu compléter ce qu'avait dit Stéphane à propos de ce qui se passe actuellement dans le monde, parce que c'est quand même assez unique. Et je pense que ce n'est pas arrivé depuis les années 50. Dans les années 50, quand le nucléaire est arrivé pour faire de l'électricité, il y avait des tas de modèles très intéressants. Après, ça s'est standardisé sur les modèles qu'on a actuellement, qui sont les réacteurs à eau pressurisés. Et ben, depuis maintenant 5-10 ans, on a un renouveau de tous ces projets. Alors, ça a été porté en particulier par Bill Gates, qui a lancé des projets de nouveaux réacteurs et qui a même mis pas loin d'1 milliard, je pense, maintenant aujourd'hui. Il y a 50 startups aux États-Unis dans tous les modèles, on en reparlera peut-être. Donc ça date d'il y a 5 à 10 ans. Absolument. Et l'impulsion. Et on a la même chose. Alors, il y a l'impulsion. C'est en fait, c'est d'abord la volonté de chercher des technologies qui soient des technologies de rupture, qui nous permettent de décarboner notre économie, voilà, et de revenir finalement aux modèles, aux idées des années 50, de les remettre sur la table et de dire avec les moyens qu'on a aujourd'hui en termes de matériaux, parce que le nucléaire c'est beaucoup de matériaux très exigeants, en matière de simulation, pour accélérer le développement de ces réacteurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un nouveau nucléaire, un nucléaire différent. Et donc, on a 50 startups aux États-Unis et on a la Chine où ils sont sur toutes les technologies. Donc, on a une nouvelle... Là, on a si je reprends les États-Unis, parce que souvent on dit les démocrates ne sont pas très nucléaires, il faut savoir qu'on a le plus gros budget jamais eu pour la prochaine année fiscale américaine sur la recherche nucléaire. Donc qui a été voté qui est en train d'être voté au Congrès. Voilà, donc en fait, on est vraiment dans une sorte de course à l'innovation de nouveau sur le nucléaire, avec des enjeux de souveraineté technologique très forts, avec des enjeux géopolitiques très forts entre... soyons clairs, les Américains, les Russes et les Chinois. Et nous, en fait, on est les porteurs, en fait, je pense, sincèrement, de cet enjeu d'innovation au niveau européen. Parce que ce n'est pas toujours très facile pour nous au niveau européen, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas d'accord pour investir sur le nucléaire. Vous pensez à un grand partenaire commercial, par exemple, proche. Voilà. Absolument, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Pierre-Marie Abadie, comment s'inscrit la France, selon vous, dans la course à l'innovation au niveau mondial ? Alors pour faire écho à ce que disait Valérie, je pense que tout d'abord, le vrai sujet, c'est que la France n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait, de ce dont elle dispose, mais il y a des opportunités qu'il ne faut pas manquer. Valérie a beaucoup décrit ce qui est en train de se passer, donc il y a des choses qu'il ne faut pas rater, d'où l'importance de faire de la R&D et d'avoir des moyens pour financer l'innovation. Ça, c'est un message que vous adressez mais à en qui ? même temps, c'est un message général de la filière qu'a évoqué qu'on a tous évoqué. Mais en même temps, on peut être fier quand même de ce dont on dispose. Sur les technologies relatives au cycle, c'est-à-dire tout ce qui est cycle du combustible, préparation des combustibles, enrichissement, retraitement, on a quand même une industrie de pointe qui fait vraiment référence dans le monde et des technologies vraiment uniques. Sur lesquels il y a encore beaucoup de potentiel de développement. Pour ce qui est de mon sujet à moi, qui est le stockage de déchets,
En gros, on est probablement en France l'un des pays qui a le plus investi dans la R&D, et ceci depuis 25 ans. On a un laboratoire sur terrain qui est un outil de recherche absolument remarquable dans lequel on a dû mettre 1,5 milliard sur 20 ans. On est une référence dans le programme européen de recherche sur les déchets. Et plus généralement, en fait, on est vraiment dans le trio des pays les plus avancés pour mettre en place un stockage souterrain avec nos collègues finlandais et suédois. Les Finlandais construisent. Nous, on s'apprête à rentrer. On est rentré dans un processus d'autorisation. On est vraiment dans le trio de tête. Et derrière nous, il y a des pays qui vont nous suivre. Alors, eux, ils sont dans le granit. Nous, on est dans l'argile. C'est des roches différentes. Mais par exemple, les Suisses sont aussi dans l'argile. Les Belges aussi. Donc, on n'a vraiment pas à rougir du positionnement. En revanche, il faut être capable de financer les innovations de demain et d'être capable aussi de les intégrer dans notre modèle et de concilier, on y reviendra peut-être sur la question du long terme, le temps long du nucléaire et le temps plus rapide des innovations. Alors avant de passer à ce temps long, voire très long, un dernier mot sur l'innovation, Stéphane ? Oui, je crois que l'innovation, ça a été dit, hein, on en parlera tout à l'heure avec les SMR. Quand on écoute le pitch des startups américaines qu'évoquait Valérie, c'est les 3 S. Donc, smaller, smarter, sooner. En fait, l'idée, c'est qu'avec les SMR ou avec les petits réacteurs, avec le nouveau nucléaire qu'on évoque, l'objectif, c'est aussi de changer de temporalité. Le nucléaire, tel qu'on l'a connu, c'est une temporalité, on l'a dit tout à l'heure, de plusieurs dizaines d'années. Là, l'urgence climatique, l'urgence de la démographie, l'urgence de la production d'électricité pour la décarbonation de nos usages en particulier, nécessite qu'on aille beaucoup plus vite. Et c'est ce qui a été évoqué avec des nouvelles façons de concevoir, de fabriquer, de faire beaucoup plus de simulations et de diminuer le nombre d'essais de manière à pouvoir gagner du temps. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre travail d'innovation et c'est ce que l'on va retrouver dans l'ensemble des pays qui ont été évoqués, qui sont là-dessus. Donc je crois qu'il faut que vous gardiez en tête le message, c'est que l'innovation, c'est aussi pour aller beaucoup plus vite, pour être en capacité de répondre aux grands enjeux liés à l'urgence climatique. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est l'opinion publique. Est-ce que vous diriez qu'elle a évolué ? De quelle façon ? Alors je vais passer la parole à Valérie parce que je crois que c'est quelque chose qu'elle connaît bien, mais juste pour vous dire que quand on regarde les journaux en ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai le sentiment qu'il se passe des choses. Alors les résultats sont plutôt bien meilleurs qu'avant sur l'opinion publique. On partait de bas. Exactement. Donc on a fortement remonté depuis 5 ans. Avec toujours une difficulté pour nous qui est le fait que les gens ne savent pas que le nucléaire n'émet pas de CO2. Donc on espère que la campagne présidentielle à venir, puisque le nucléaire sera dans le débat, sera une occasion pour les Français de s'informer et sur le nucléaire plus qu'ils n'en savent aujourd'hui. Donc en fait les gens ont conscience qu'on aura besoin de beaucoup plus d'électricité puisque ça touche la voiture, enfin, qui est quand même un outil très important pour eux. Donc ils savent qu'on aura besoin de beaucoup d'électricité et même s'ils aiment les renouvelables, ils ont conscience qu'on a besoin aussi du nucléaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement. C'est un sujet qui revient. Vous savez qu'il y a eu un blackout terrible au Texas cet hiver. Il y a eu des coupures d'électricité en Californie. Il y a eu aussi un épisode assez rigolo d'ailleurs en Suède cet hiver. Donc en fait, il y a la crise du gaz aujourd'hui. Donc le sujet de la sécurité d'approvisionnement qu'on avait vu dans les années 70, il est aujourd'hui sur la table. Et donc là-dessus, le nucléaire a une promesse de sécurité d'approvisionnement très importante. Hervé Maillard, sur ce poids de l'opinion publique ou cette évolution, et puis après Pierre-Marie. C'est sûr qu'on voit un changement dans l'opinion publique avec cette sensibilisation au CO2, avec les catastrophes climatiques qu'on a vues l'hiver dernier, avec la crise économique sur les prix de l'énergie d'il y a quelques semaines, 500 € du mégawatt en Angleterre parce qu'il n'y avait pas de vent, puis il y avait une liaison qui est tombée en panne, 500 € du mégawatt. En France, le mégawattheure, il est à 40 €, 30, 40, 50 € quand il est cher. Donc il a été multiplié par 10. Donc, ce qui veut dire que les industriels qui achètent sur le marché de gros, les distributeurs qui achètent sur le marché de gros, ils se trouvent avec une situation économique très difficile. Et je rappellerai un chiffre sur le nucléaire, c'est que le nucléaire, c'est un instrument très capitalistique. Ce qui veut dire que le coût de l'électricité produite, il est à 80%, je me trompe peut-être, à 10% dans un sens, c'est peut-être un peu moins que ça, 80% lié au coût de capitaux de construction. Et quelques pourcents
liées au combustible. Donc en fait, le 5%. Donc le nucléaire, il génère une indépendance énergétique, souveraineté, employé Valérie tout à l'heure, et une stabilité du prix qui est impossible à avoir parmi d'autres énergies. Et par rapport à votre question, je l'élargis juste un petit peu, c'est que aujourd'hui, il y a quand même 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité sur Terre. Et de quel droit les Occidentaux se permettraient de dire « Ah ben non, vous, il ne faut pas que vous émettiez de CO2 parce que nous, on a saturé la planète pendant 150 ans. » Donc, il y a une vraie question éthique derrière l'utilisation des énergies bas carbone dont fait partie le nucléaire. Pierre-Marie Abadie, vous êtes d'accord avec cette idée de tout ce qui réconcilie l'opinion publique finalement avec le nucléaire? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter un mot sur l'opinion publique parce que vous disiez là, on part de bas. En fait, on part pas de bas. En fait, si je me rappelle, avant d'être directeur général de l'Andra, j'étais directeur de l'énergie. Et donc, il y a un sondage qu'on faisait régulièrement. Et la question qui était posée, est-ce que vous considérez que le nucléaire a plus d'avantages ou plus d'inconvénients? Et en fait, il y avait toujours plutôt plus d'avantages. Alors évidemment, ça oscillait un peu en fonction des événements. On est plutôt revenu à des niveaux qui étaient les niveaux d'il y a quelques années. On n'est jamais descendu très bas. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cela? C'est le fait qu'on ne fait pas du nucléaire par plaisir. Hein. Je crois que c'était Boiteux qui disait ça. On ne fait pas du nucléaire parce qu'on aime le nucléaire. On fait le nucléaire à partir d'un choix raisonné, en fait. Par pragmatisme. Par pragmatisme. Et derrière ce pragmatisme, il y a des enjeux de discussion et d'explicitation. Après Fukushima, les Britanniques ont fait aussi il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises sur la sécurité des réacteurs. On a fait ce qu'on appelait les stress tests. Au Royaume-Uni, les sondages après Fukushima et après stress test, ils étaient plus forts en faveur du nucléaire qu'ils l'étaient avant. Qu'est-ce que ça signifie derrière? Ça signifie que ça se construit avec la société. Alors on dit toujours le nucléaire, il est cachotier. On dit le nucléaire, non, il n'a pas été débattu. On organise des débats avec des spécialistes. Le nucléaire, il ne sait pas quoi faire de ses déchets. C'est 3 fois faux. On est complètement transparent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est entre les commissions locales, les rapports, les commissions d'enquête, etc. Il n'y a pas grand-chose qui est caché, hein, franchement, il n'y a même rien qui est caché. Sur les déchets, on sait faire ce qu'il faut faire des déchets. Ça va prendre du temps, c'est des grands projets, mais on a des solutions qui sont matures. Et sur l'absence de débat, je pense, pour avoir fait déjà, rien que sur le sujet des déchets, 1, 2, 3, je vais avoir fait 4 ou 5 débats déjà entre les déchets et le nucléaire, et on voit bien que ça va être au cœur de la campagne présidentielle. On ne peut pas dire que ce sujet il n'a pas été débattu. Non, on ne le dit pas. Donc c'est intéressant ce message nucléaire, c'est transparent. Merci. Je note aussi finalement les événements médiatisés, ce ne sont pas des événements, c'est des événements tragiques qui impactent tant que ça l'opinion publique. C'est ce que vous voulez dire? Puisque vous disiez le sondage. Non, je dis que derrière, parce que c'était quand même un événement majeur, oui, tout à fait. Il y a des actions qui ont permis d'apporter des réponses en termes de sûreté et de reconstruire de la confiance. D'accord, merci. Alors on va changer d'échelle de temps. Effectivement, là je vais m'adresser peut-être dans un premier temps à Valérie Faudon, honneur aux dames. Qu'est-ce qu'on peut dire du développement de la fusion nucléaire à très long terme? Alors même chose, je vous demande de préciser ce que vous entendez par très long terme. Oui, donc pour nous la fusion c'est aux alentours de 2100. Donc vous voyez c'est vraiment à très long terme. La machine ITER qui est actuellement en construction à Cadarache, elle ne produira même pas d'électricité. En fait c'est vraiment un test pour savoir si on peut tenir le plasma. Voilà. Donc la fusion c'est vraiment à très long terme. Mais il y a plein de technologies qui arrivent. Je vais revenir un petit peu à mes startups parce que je crois que y a vraiment 3 dimensions assez différentes. La première, c'est que donc on a des nouveaux facteurs de forme. Donc on en a parlé. Il y a les grands, il y a les petits, il y a même les micros. Vous voyez, il y a ceux qui partent sur Mars. Il faut savoir que sur Mars, les petits rovers Persévérance, là, le dernier qui a été lancé, il fonctionne avec un petit réacteur nucléaire. Enfin, c'est pas un réacteur, mais c'est avec du nucléaire. Voilà. On parlait les Américains ont un projet pour faire un petit réacteur nucléaire, par exemple, quand Puerto Rico a perdu l'électricité pour venir et apporter de l'électricité parce que toutes les installations étaient pas possibles à utiliser. Voilà. Donc il y a vraiment plein de facteurs de forme différents. Il y a même un réacteur actuellement en Sibérie qui est sur un bateau, voilà, donc, et qui alimente une ville à côté. Donc il y a une innovation très forte sur les facteurs de forme. Il y a une innovation très forte sur les moteurs. Donc ça, j'en ai parlé.
Il y a plein de choses. Il y a des termes bambares comme les sels fondus, par exemple, qui sont très à la mode. Il y a plein où le combustible est liquide. Voilà. Donc, il y a plein de choses sur les moteurs. Et le troisième type d'innovation, c'est qu'il y a plein d'innovations sur les applications. Alors, c'est vrai qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. On a parlé de la France, mais au niveau mondial, c'est un doublement de la production d'électricité dont on a besoin, à la fois pour rattraper les pays qui n'ont pas d'électricité, mais donc aussi vous pour pensez au continent électrifier africain en les particulier, usages. qui est aussi à l'honneur dans ce salon. Donc, on a besoin de beaucoup d'électricité, mais pas seulement. On va avoir besoin de beaucoup d'hydrogène pour décarboner l'industrie, pour décarboner les transports lourds. Pour faire de l'hydrogène propre, il faut de l'électrolyse, donc il faut beaucoup d'électricité. Et il y a, mais je pense que tu vas en parler, des technologies OCA hyper intéressantes, ce qu'on appelle de l'hybridation, de coupler des réacteurs nucléaires avec des électrolyseurs. On va avoir besoin enfin de chaleur. Donc ça peut être de la chaleur urbaine, parce que vous savez qu'il y a, rien qu'en Europe, il y a 400 réseaux de chaleur. Il faut les décarboner. En Chine, il y a énormément de réseaux de chaleur. Dans les pays communistes, il y a énormément de réseaux de chaleur, sauf que ça fonctionne au charbon. Donc il y a une ville chinoise qui a décidé d'utiliser ses réacteurs nucléaires pour alimenter son réseau de chaleur, voilà, et le décarboner. Donc la chaleur urbaine, la chaleur à très haute température pour des usages industriels. Voilà. Et la dessalination pour faire de l'eau douce, qui là aussi, ça consomme beaucoup d'énergie. Voilà. Donc triple dimension, je dirais. La dimension facteur de forme, la dimension moteur, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le moteur. Et puis la troisième dimension, c'est vraiment les nouvelles applications pour décarboner, faire de la deep decarbonization, comme on dit. Voilà. Merci. Alors Stéphane Sarade. Oui, pour aller dans ce sens, je crois que c'est important. En tout cas, au CEA, on s'est positionné depuis plusieurs années dans cette vision-là de la vision intégrée. Une vision intégrée des énergies, parce qu'en fait, finalement, on va avoir besoin de plus en plus d'électricité bas carbone pour tous les usages évoqués par Valérie. Et on va avoir besoin donc, en gros, de plusieurs vecteurs. Le vecteur électricité, le vecteur gaz avec l'hydrogène, le vecteur chaleur. On pourrait rajouter les réseaux d'eau. Et on doit aussi raisonner multi-échelle. Multi-échelle, ça veut dire que les réseaux, les smart grids, vont être à plusieurs échelles. L'échelle de votre immeuble, de votre quartier, de votre ville, d'un territoire, d'un pays et de l'Europe, puisque nous avons une interconnexion. Donc les enjeux, ils sont quelque part multivecteurs et multi-échelles. Et ça, c'est très important. Et on a parlé des SMR. Les SMR sont des outils très intéressants, puisque si on se projette à l'horizon 2050 avec 9 milliards d'habitants, 60% de la population vivant en centre urbain, c'est-à-dire que les Hong Kong, les Singapour vont fleurir un petit peu partout. Donc ce sont des endroits où il va falloir produire de l'électricité, de la chaleur, donc de l'eau chaude, de l'eau potable et de l'hydrogène pour la mobilité. Donc l'intérêt des SMR, couplé avec de l'électrolyse haute température, permet donc de produire de l'hydrogène à partir de l'eau, donc de l'hydrogène décarboné. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hydrogène en ce moment, mais il ne faut pas s'y tromper. L'hydrogène, quand on le fabrique actuellement par le réformage du méthane, 1 kg d'hydrogène, c'est 10 kg de CO2. D'accord ? Donc on doit absolument passer à de l'hydrogène décarboné en faisant de l'électrolyse de l'eau. Mais quand on va produire 1 kg d'hydrogène, on va utiliser 10 kg d'eau. Donc ça veut dire que la gestion de l'eau, la gestion de ces ressources-là. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que quand effectivement certains pays qu'on a évoqués tout à l'heure disent en Europe, nous on ne veut pas de nucléaire, mais on a besoin de 400 TWh d'électricité parce qu'on va devoir produire de l'hydrogène, et qu'on leur dit mais comment vous allez faire ? On dit c'est pas un problème, on va aller voir le Chili, on va aller voir le Maroc, qui auront des photovoltaïques, qui nous feront de l'hydrogène. Et là moi je leur dis oui d'accord, mais ces pays-là qui sont en stress hydrique, vous allez dire que vous allez fabriquer de l'hydrogène pour les pays européens. Donc on revient sur cette notion-là, de dire qu'il y a une notion aussi éthique, une notion d'une vision globale de l'énergie. Donc effectivement, à l'heure actuelle, un des grands enjeux, c'est d'avoir cette vision intégrée à plusieurs niveaux de taille, sur plusieurs vecteurs. Et je crois que ça, c'est la solution. Alors Hervé, puis Pierre-Marie, et ensuite nous donnerons la parole à l'assistance. Hervé, allez-y. Oui, merci. Ce que j'aurais voulu souligner sur cette dimension temporelle, c'est que de mon point de vue, c'est pas toujours facile d'intégrer une dimension industrielle. Donc première priorité de la filière, c'est la décision de construire 6 EPR
dans décision qui devra arriver dans les 2-3 ans qui viennent, quelque chose comme ça, peut-être 2 ans. Ça, c'est l'enjeu principal de la filière. Donc être prêt, avoir les soudeurs, avoir les industriels prêts, avec toutes les référentiels qualité prêts, et se projeter sur ces questions 2035-2050 en disant « Ah oui, on va décider le PR2, mais il serait peut-être intelligent de prévoir une option sur le PR2 pour produire de l'hydrogène. » Et ça s'anticipe aujourd'hui, alors qu'on n'est pas sur l'objet principal. Je le dis peut-être un peu de manière provocatrice, mais je pense que c'est vrai vu de la filière. Ce n'est pas l'objet principal de produire de l'hydrogène, mais il faut l'intégrer quand même dès aujourd'hui avec ces technologies, haute température, prélèvement de vapeur sur le secondaire, etc. Merci Pierre-Marie Abadie. Oui, ma remarque, elle n'était effectivement pas d'ordre technologique, mais elle était exactement sur cette question du temps, en fait. Le nucléaire, ça restera une industrie du temps long. Ne serait-ce que pour des raisons de sûreté essentielles, et qu'une instruction de sûreté, ça ne se bâcle pas, et que le régulateur, il faut qu'il fasse correctement son travail. Donc l'industrie du nucléaire restera le temps long, et un temps qui donne le vertige pour à peu près tout le monde dans la salle et dans cet endroit. On parle de demi-siècle au minimum, voire de siècle. Et en même temps, il faut que cette industrie du temps long, elle attrape les évolutions technologiques de l'innovation, les changements radicaux du marché. Comme je disais, j'étais directeur de l'énergie. En 7 ans de directeur de l'énergie, j'ai vu au moins 3 changements radicaux de fonctionnement du marché. Et pour cela, à mon avis, il y a 2 exigences, et 2 exigences que je pense que le nucléaire est capable de relever, mais qui sont nouvelles pour elle. La première, c'est l'agilité. Ça suppose d'avoir des cycles de développement plus courts, BIM, PLM, numérique. Ça suppose d'avoir des régulations, y compris des régulations économiques adaptées. Ça suppose aussi d'aller explorer des questions comme les SMR, parce que la vertu des SMR, c'est d'être produit à la chaîne et d'être assez agile. Mais c'est en vraie rupture avec ce que le nucléaire pensait. Le nucléaire pensait qu'il y avait beaucoup de coûts fixes et que donc il fallait faire gros. Et la deuxième exigence, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire réussir à prendre des décisions maintenant sans préempter celles de demain. Je peux l'illustrer à travers CIGEO. La conviction qu'on a, c'est qu'il est temps maintenant d'engager le processus de CIGEO concrètement, mais en même temps de ne pas préempter les décisions futures, les évolutions possibles, les évolutions de politique de cycle. Est-ce qu'on continuera le retraitement? Oui, non. Est-ce qu'on fera un jour des réacteurs à neutrons rapides? Oui, non. Et ça suppose à chaque fois de prendre des décisions et en même temps de faire des études d'adaptabilité pour s'assurer que le moment venu, on sera capable de changer. Pas de faire 4 projets en même temps, mais de s'assurer que le moment venu, on sera capable d'attraper une innovation technologique, un changement de politique. Et je pense que c'est ça le défi pour concilier le temps long du nucléaire et le temps très rapide de l'innovation, du changement de l'économie, des crises multiples qu'on connaît. Concilier le temps court et le temps long. Ce que je vous propose maintenant, c'est de donner la parole à l'auditoire. Je vois qu'il y a une première question, monsieur, derrière, et ensuite madame devant sur la gauche. Oui. Je me présente, Robert Zadora, j'étais directeur d'un projet nucléaire en Grande-Bretagne pour Engie, qui a été abandonné depuis puisque Engie est sorti du nucléaire. Alors j'ai beaucoup de remarques, mais je vais essayer d'aller vite. D'abord, sur le temps long, je partage que le nucléaire, c'est très long. Par contre, vous avez parlé beaucoup d'innovation, mais je pense qu'il y a une question humaine à la base, une question d'organisation. Quand on regarde le succès de l'EPR chinois par rapport à l'EPR français. Est-ce qu'il y a eu un REX? Est-ce qu'il y a une réflexion sur un changement, une rupture organisationnelle de la filière française? Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, je ne partage pas du tout l'avis sur la fusion, parce que je pense que le nucléaire s'inscrit dans le temps long, mais si on ne va pas plus vite, on sera encore une fois décalé par rapport au marché, et il y aura d'autres technologies. Donc je pense que la fusion, même si c'est long à... D'accord. Il faut y répondre plus rapidement. D'accord, merci. C'est une remarque. Qui veut répondre à la question? Peut-être Hervé. Ouais, je vais prendre quelques éléments de réponse sur cette question. Oui, il y a eu bien sûr un REX de fait, puisque le principal exploitant français EDF est actionnaire de Taishan. On est passé, si je rentre un peu dans la technique, en fait, la tête de série, le premier réacteur qui devait démarrer, c'était Flamanville, puis c'est passé à Taishan. Donc il y a eu un retour d'expérience de fait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce que je disais au début, c'est que la Chine n'a jamais arrêté de construire des centrales nucléaires. Pour moi, c'est le principal élément. Ça veut dire que les soudeurs étaient formés, les gens du bâtiment étaient formés, ils savaient faire les fers à béton qui sont un peu différents, un peu plus robustes dans le nucléaire que les autres. Pour moi, le principal facteur, c'est ça. Après,
je connais bien ce projet Taishan, hein, et je rajouterai simplement, mais c'est pas adaptable en France, c'est que la Chine a cette capacité à mettre des milliers de personnes sur un défi quand c'est nécessaire. Donc Taishan, avant son démarrage, j'ai eu l'occasion de le visiter, c'était incroyable, c'était une fourmilière. Il y avait des gens partout, 7-7, 24-24, ce qui est pas possible en France avec le Code du travail. Oui, je voudrais vous inviter à lire en fait le rapport Folz, parce qu'il est vraiment très court et très bien écrit. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment, à mon avis, la chose la plus simple en fait. Une lecture pour ce soir. Pour comprendre le Rex, il est public et en plus il couvre à la fois Flamanville et Taishan. Merci. On a une autre question, madame, devant. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, parce que je pense qu'on est quand même tous alignés sur ce besoin d'innover dans la filière, ce besoin d'aller smaller, smarter, sooner, comme vous le disiez tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, en 2021, pour permettre l'innovation, pour permettre d'aller vite dans une filière qui est caractérisée par le temps long, par des gros acteurs qui forcément peuvent mettre plus de temps à bouger. Donc quel levier est-ce que la filière peut activer dès aujourd'hui pour innover et pour rester dans la course, notamment par rapport aux concurrents chinois ou américains? Stéphane Sarada. Oui, je vais tenter un début de réponse. Je pense qu'un des éléments importants pour aller vite, c'est d'avoir les moyens d'aller vite. Je vous ai parlé de la R&D, je vous ai parlé des moyens de la R&D. Et de manière très concrète, le plan de relance nous a permis d'accélérer un certain nombre de projets, puisque le financement sur le multi-recyclage en REP, sur les SMR, donc le financement évoqué par Pierre-Marie sur la gestion des matières et des déchets. Donc ce sont quand même beaucoup d'argent injecté sur des sujets et on va pouvoir accélérer, parce que c'est vraiment ça l'objectif à ce jour. Et la compétition, donc c'est ce qu'évoquait aussi tout à l'heure Valérie, quand on regarde l'argent public mis sur la recherche nucléaire aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, voilà, le levier il est clair, il est clairement là. Alors il y a aussi quand même, et je veux le partager avec vous, le fait que c'est une filière qui doit rester attractive, qui doit permettre aux jeunes générations... Attractive, vous voulez dire en termes de recrutement? En termes de recrutement, en termes d'intérêt. Et je le vois à l'heure actuelle au niveau du CEA, puisque nous, on recrute des chercheurs, que nous avons des chercheurs qui viennent, qui veulent travailler avec nous, dans cette dimension d'une réponse concrète à l'urgence climatique. Et ça, c'est important. Donc, on a besoin d'argent, mais on a besoin de talent aussi. Et ça, je crois que c'est important de le préciser. Je crois que ça répond bien à votre question. Merci. Une autre question au fond. Alors, devant monsieur, oui. Et puis ensuite monsieur avec une chemise bleue. Je profite du micro qui était à côté. Merci, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, il se trouve que j'étais juste avant sur la séance sur l'hydrogène. Donc, il y a une forme de continuité. Et moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est qu'on a l'impression que le constat rationnel pragmatique, comme disait monsieur, il plaide quand même fortement en faveur du nucléaire. Et on a quand même du mal à embarquer nos voisins européens. On est évidemment la position de l'Allemagne, de l'Italie. Quel est le niveau de coopération européen malgré tout? Est-ce qu'on a des coopérations avec la Scandinavie, même s'ils sont sortis de l'Union européenne, le Royaume-Uni? Et est-ce qu'il y a des opportunités de coopération? Parce que vous le disiez, finalement, en face, on a les États-Unis et la Chine. Ouais. Alors très clairement, au niveau européen, nous avons une activité qui est très fournie, notamment à travers une plateforme qui s'appelle SNETP, Sustainable Nuclear Energy Technical Platform, où vous avez tous les acteurs, à la fois industriels et de la recherche européens. Et c'est donc Bernard Salat d'EDF qui en est le président. Et donc dans cette instance qui est déclinée dans plusieurs commissions, nous avons pour objet de développer de la connaissance, du partenariat, de se mettre en consortium pour répondre à des appels d'offres européens. Donc il y a une vraie discussion. Ça a été évoqué à l'heure actuelle, tout à l'heure. La Finlande nous demande de travailler avec eux sur des réacteurs calogènes pour donc des réseaux de chaleur, développer avec eux des SMR. Donc il y a ce point-là. Nous sommes en Europe. Vous avez la question sur la taxonomie de l'énergie, puisque vous avez des pays, l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, qui disent nous les ENR, ok, et comme énergie pilotable, le gaz. Et puis vous avez d'autres pays, dont la France, qui dit
nous, c'est la même chose, à part que l'énergie pilotable, c'est le nucléaire. Et là, nous sommes en phase de choix que l'Europe doit faire. Et on sent bien que l'Europe n'est pas à l'aise pour faire ce choix-là. Mais en tout cas, la réalité, vous l'avez dit, le pragmatisme, c'est de dire soit on veut arrêter entièrement les énergies fossiles et le gaz, ça reste une énergie fossile carbonée, soit on passe à des vraies énergies décarbonées. Alors, Hervé Maillard, un mot sur cette coopération européenne, puis oui, Valérie. Alors, vous d'abord, Hervé, et vous voulez intervenir dessus? Bon, j'ai le micro, alors je parle Allez-y, comme monsieur. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est on n'est pas tout seul au niveau européen. Alors, on a perdu les Anglais, qui étaient quand même notre grand allié sur le nucléaire, soyons clairs. Mais on a quand même beaucoup de pays qui, aujourd'hui, comptent sur le nucléaire pour décarboner. On a parlé de la Finlande, mais la Pologne, 95% charbon, la République tchèque, la Hongrie, enfin tous les pays d'Europe de l'Est qui font du charbon aujourd'hui, Estonie, etc., ils se tournent vers le nucléaire. Donc parfois, vous savez qu'on a des difficultés avec un truc qui s'appelle la taxonomie, qui est la classification des investissements verts. Ces pays, en fait, on est alliés et il y a de nombreuses lettres qui sont co-signées par différents pays là-dessus. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé cette semaine, qui est quand même exceptionnel. C'est hier, il y a eu un débat au Parlement européen sur la crise des marchés du gaz. Oui, je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience qu'actuellement, il y avait beaucoup de ces pays qui, soi-disant, allaient vers le 100% renouvelable et en fait partent vers le gaz. L'Allemagne avec son pipeline Nord Stream 2, la Belgique qui doit fermer ses réacteurs nucléaires pour ouvrir des centrales à gaz. Voilà. Et il y a eu un truc exceptionnel cette semaine, exceptionnel. C'est que l'Autriche, qui est quand même l'ennemi numéro 1 du nucléaire, a déclaré qu'il voulait des objectifs climatiques plus réduits parce qu'ils n'avaient pas le nucléaire et donc c'était plus difficile pour eux. Voilà, de décarboner. Et là-dessus, le Luxembourg, qui est aussi un sacré zozo, a enchaîné avec le même argument. Ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés, mais ils étaient filmés. Voilà, donc ça a fait quand même un choc à tout le monde. Donc je pense et j'espère, s'il y a quelque chose, malheur est bon, c'est que la crise du gaz va permettre justement un petit peu de remettre les choses à plat sur ces sujets. Pierre-Marie, puis Hervé, pardon, il a le micro, il a enlevé son masque. Toujours sur cette coopération européenne. Pierre-Marie. Peut-être deux remarques. Alors tout d'abord, dans le domaine des déchets, qui est le mien, là il y a vraiment une politique européenne, il y a un joint programming, un programme qui s'appelle EURAD, qui rassemble à peu près tous les pays qui ont le problème, qu'ils aient arrêté le nucléaire ou qu'ils ne l'aient pas arrêté, et il y a un vrai travail coopératif qui se fait. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est si j'élargis un peu le spectre, comment dire, et en ce sens-là, ça reste une industrie de souveraineté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chaque pays est un écosystème. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'expliquer à des Allemands qu'il faut aimer le nucléaire ou d'expliquer à des Italiens qui ont eu 2 référendums, l'un après Tchernobyl, juste après Tchernobyl, et le deuxième après Fukushima, et qui en plus sont un pays sismique, qu'il faut aimer le nucléaire. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on aimerait, c'est que si on ne leur fait pas la leçon, c'est qu'on ne nous fasse pas la leçon réciproquement. Et c'est tout le débat de la taxonomie. Alors si on prend un peu d'histoire, alors là je fais un peu l'ancien combattant au titre de mes anciennes fonctions, il y eut une époque où on était capable de concilier les pros et les anti-nucléaires et qui finissaient par trouver des chemins. Notamment, il y avait la fameuse phrase célèbre qui est toutes les énergies décarbonées, y compris le nucléaire, là où il est socialement et politiquement acceptable. C'était la phrase magique avec laquelle on finissait. Ça s'est un peu dégradé ces dernières années, avec notamment un durcissement, alors pour pas le dire, notamment de notre voisin outre-Rhin. Mais ce que dit Valérie montre qu'il ne faut pas exclure qu'on revienne à l'équilibre qui a été celui antérieur, et ceci pendant de longues années. C'est-à-dire, en gros, une tolérance réciproque. On ne va pas faire la promotion du nucléaire chez des Allemands, des Italiens, qui sont profondément, des Portugais, qui sont profondément contre, mais inversement, des Finlandais, des Britanniques, alors qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais qui sont quand même un acteur physiquement de l'espace européen, des Suédois, les pays de l'Est, qui, eux, peuvent déployer une politique nucléaire. Donc, ça s'est beaucoup crispé sur la taxonomie, mais j'espère qu'on en sortira par l'eau. Merci beaucoup, Hervé Maillard. Oui, sur cette affaire européenne, sur cette question, j'ai cité 2 outils qu'on est en train d'utiliser, de mettre en place, je ne sais pas quel mot faut employer. Le premier, c'est le SMR. Il va nécessiter une harmonisation locale. Il est destiné à être reproduit à l'identique dans tous les pays dans lesquels on va l'installer. Donc ça nécessite une harmonisation de la réglementation sur le SMR. Ça, c'est un travail qu'on va débuter ou qui est débuté avec les autorités de sûreté. Et le deuxième, c'est la volonté actuelle du gouvernement d'entreprendre une discussion justement sur cette question avec les pays qui ont été cités. Donc c'est-à-dire le groupe qui s'appelle Visegrad, dans lequel il y a la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, j'en oublie un. Alors ils ont rajouté les Pays-Bas, la Suède,
et la Finlande. Donc ça fait une dizaine de pays à peu près, la Hongrie, enfin ils ont rajouté donc une Estonie, voilà. Donc ils nous demandent à la filière d'organiser quelque chose avec ces 10 pays pour discuter de cette question-là justement. Merci beaucoup. Alors, une dernière question dans la salle et après, on passera à une question de chat. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai travaillé par contre pour un projet financé par le CEA. Donc depuis ce jour, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour le CEA. Parce que déjà, on est sous-payé. En plus, vous avez des doctorants, vous êtes incapables de garder vos doctorants. Vous créez beaucoup de données, mais vous avez un problème de mise en pratique. Donc on le voit très bien, aujourd'hui vous êtes incapable d'exporter vos projets, que ce soit pour le militaire ou la production d'énergie. Vous avez les compétences en France, mais vous ne savez pas les utiliser correctement. Alors, si je peux me permettre, avant que la personne désignée réponde, Après, c'est une question qui dépasse le nucléaire. Là, si je comprends bien, déjà, c'est une question de recherche, de rémunération des chercheurs. On sort un peu du cadre. Vous n'êtes pas directement concerné. Hein. Oui, on sort un peu du cadre. Je ne l'ai pas pris pour moi. Voilà. Je ne l'ai pas pris pour moi, surtout que je serais presque d'accord avec vous sur le fait qu'on est sous-payé, mais bon, on s'en reparlera tous les deux. Il y a beaucoup de réunions Rex, mais ça, vous êtes champion en réunion Rex, mais après... Merci. Il y a plusieurs dimensions dans votre intervention. La notion, nous n'embauchons pas tous nos doctorants. Oui, nous sommes un organisme de recherche public français. Sauf erreur de ma part, le CNRS n'embauche pas tous ses doctorants, l'INRA n'embauche pas tous ses doctorants. Donc voilà, donc je vois que là, ce que vous évoquez là n'est pas quelque chose qui est lié au CEA, c'est lié à la... Moi, je vais vous dire un truc, moi, mon sujet à l'heure actuelle, c'est de trouver des gens qui veulent faire une thèse. La désaffection des métiers de la recherche n'est pas liée au CEA, il est globalement lié aux pays de l'OCDE d'ailleurs. Bon. Nous sommes un organisme public de recherche, donc notre grille salariale est une grille de la fonction publique. Voilà. Après, ce que vous évoquez sur la notion de ne pas intégrer des règles, de ne pas transférer, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que nous avons transféré un certain nombre de technologies et les technologies que les industriels de la filière française ont développées ont en grande partie eu de la R&D qui a été développée au CEA. Donc c'est pour ça que bon voilà, votre question elle est assez large. Après on n'est sûrement pas parfait, ça je veux bien en convenir. En revanche, voilà, je pense que les chercheurs du nucléaire en France n'ont pas forcément à rougir des résultats qui ont été obtenus puisque nous avons 220 000 salariés en France dans cette filière-là. Et cette filière-là, il a fallu la construire à un moment donné. Merci. Alors nous avons maintenant une question de chat. Oui, dans le chat, Michael Grossman nous demandait quel était le degré de maturité des concepts SMR français face à la multitude des concepts US, UK, Afrique du Sud, Russie. Qui a envie de répondre? Valérie? Oui, je peux vous le dire. Donc, pour l'instant, c'est un réacteur qui existe, qui n'existe pas complètement encore sur le papier. C'est-à-dire que le timing, c'est que donc les options de sûreté vont être mises l'année prochaine à l'autorité de sûreté nucléaire française, qui après va donner son feedback sur ces options de sûreté. Après, il va falloir faire un basic design et puis un detail design et ensuite lancer un prototype. Je pense que ce qu'on espère tous, c'est qu'il y aura le début de la construction d'un prototype avant 2030. Voilà, et que ça fera partie de France 2030. Merci. Croise les doigts. On sera la semaine prochaine. Une dernière question dans l'assistance, madame. Oui, bonjour. Je voulais savoir quels sont les avantages qui restent au marché européen du nucléaire par rapport aux concurrents américains et chinois. Alors moi, j'ai pas bien entendu la question. Vous avez entendu le début? D'accord. Oui, Hervé Maillard. Pour moi, c'est très clair. C'est très clair. C'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Quand on voit pendant la crise, aujourd'hui, et même maintenant, après la crise, la fermeture complète de la Chine. Donc, ce qui veut dire que si on dit on prend les réacteurs chinois parce qu'ils en construisent plein et donc ils marchent en Chine. Déjà, il faut les adapter au référentiel français, ça c'est la première tâche. Et puis, donc votre question c'était chinois et US ? US, de toute façon, c'est les mêmes. Il n'y a plus de réacteurs aux US. Il y a la PR1000, mais de toute façon, ils ont énormément de mal à le démarrer chez eux aussi. Ils en ont démarré en Chine. Je ne sais plus qui posait la question, c'était vous. Ils en ont démarré en Chine avec le même retour d'expérience que dont je faisais état. C'est-à-dire qu'en Chine, ils démarrent, donc ils ont toujours les métiers, l'organisation, ils savent comment faire. Non, il faut qu'on garde cette avance.
si on ne la garde pas, et j'en suis persuadé, on est à la merci d'un changement de politique qu'on a pu voir avec des présidents aux États-Unis qui ont fermé un marché, qui ont dit vous ne vendrez plus à telle personne en Russie, en Chine ou autre. Donc il faut qu'on garde notre souveraineté. Les lois extraterritoriales américaines, c'est intéressant de les regarder parce qu'elles permettent aux Américains d'interdire à un autre pays que les Américains de vendre leur technologie, y compris s'il y a un stagiaire américain dans la société qui a travaillé sur le dossier. Je ne sais pas si vous vous rendez le compte du poids de cette loi extraterritoriale américaine qu'ils appliquent dans le monde entier, d'où du coup Huawei et autres. Donc il faut qu'on garde notre souveraineté. Oui, en complément, je pense que quand on vend un réacteur nucléaire, c'est une affaire de 80 ans, c'est un partenariat très long. Et qu'il faut savoir que nos concurrents, enfin moi je l'ai vu quand j'étais chez Areva à ce moment-là, font des deals, disons qu'il n'y a pas que le nucléaire, quoi. Oui, je me souviens d'un pays, je ne veux pas le citer, il y avait de l'armement, il y avait du gaz, voilà, avec des conditions en général qui peuvent être très contraignantes, mais sur d'autres marchés. Voilà. Et que nous, on est vus comme des gens, justement, on est là pour faire notre boulot, et il n'y a pas de, pour dire en anglais, strings attached, ou en tout cas des good strings. Merci Pierre-Marie Abadie. Peut-être en complément, dans toutes ces questions-là, ce qui me frappe toujours, c'est que tout de suite on parle réacteur, et on pense plus qu'au réacteur. Or, ayez bien en tête que dans l'énergie, l'enjeu c'est le système complet. C'est quand tout est remonté. Pourquoi je dis ça? Alors d'une part parce que c'est une remarque générale, dès qu'on parle d'énergie, la plupart du temps on oublie un morceau. Et puis pour répondre à votre question, quand même l'une des forces du système français et dans ce cas-là, dans ce contexte-là de l'industrie européenne, c'est de maîtriser l'ensemble du cycle, de tout maîtriser. C'est-à-dire on maîtrise l'enrichissement, on maîtrise la fabrication du combustible, on maîtrise les réacteurs et la R&D qui va avec, on maîtrise le retraitement et l'aval du cycle. Et ça, je pense que c'est quand même une vraie force du système. Comme le dit Valérie, alors sans aller jusqu'à dire que quand on achète une centrale nucléaire, on achète aussi un avion de combat, mais même si on achète juste un système énergétique, le fait de parler avec un interlocuteur qui maîtrise l'ensemble, depuis la R&D jusqu'à la gestion du combustible, c'est un vrai plus et ça reste une force. Et je connais assez peu de pays qui maîtrisent l'ensemble du sujet. Même, on parle des Chinois, ils savent. Voilà, deux. Alors, la tâche ingrate me revient. On va conclure ce débat pour une bonne raison à laquelle certainement vous adhérez, qui est qu'on va laisser la parole au président de la République dans quelques minutes, qui est également concerné en tout premier plan par le sujet du nucléaire. Alors je vais vous demander simplement une phrase de conclusion. Vous avez fait passer énormément de messages positifs, vous avez montré aussi des faiblesses ou des risques, vous avez évoqué ces différents tons, très long, très court, une coopération parfois qui pourrait être améliorée s'il y a une filière qui est porteuse, des problèmes aussi de recrutement. Est-ce que vous avez pour chacun d'entre vous une phrase de conclusion, un nouveau message à faire passer, vraiment de façon brève? Je vous en remercie. Oui, je vais faire très bref et je vais reprendre une des phrases que j'ai employées dans une réunion au ministère il n'y a pas longtemps. Décider, on est prêt. Décider, on est prêt. D'accord, donc ça c'est un message. Alors moi, c'est ma troisième industrie, puisque j'ai d'abord travaillé dans l'informatique et ensuite dans les télécoms. Et je voulais dire que je suis extrêmement fière d'avoir rejoint cette industrie, parce que je pense qu'il y a un vrai sens à travailler contre le réchauffement climatique. Et aussi, c'est vraiment une industrie nationale. Et donc, on crée des emplois sur notre territoire et vraiment, j'en suis très fière. Merci, Valérie. Alors moi, très rapidement, je vais vous dire que pour moi, il n'y a pas de solution sans le nucléaire. Le nucléaire n'est pas la solution à 100%, mais il n'y a pas de solution sans le nucléaire. Et pour rester dans la course, on accueille tous les nouveaux talents avec grand plaisir. Là, ce sont plus que des messages forts, hein. Moi, je n'avais pas préparé l'exercice, je ne suis pas très doué à ça, mais je vais rebondir sur Hervé qui disait décider, on est prêt. Et je rajouterais oui, décider, on est prêt, on est à maturité, et en même temps, on ne préempte pas l'avenir. C'est-à-dire que les sujets qu'on va engager maintenant, c'est important de les engager maintenant parce qu'on arrive à un certain degré de maturité. Ça ne préempte pas.
ça ne préempte pas définitivement le niveau du mix énergétique, CIGEO, ça ne préempte pas les décisions à venir sur le cycle. En revanche, on est à un moment où c'est maintenant qu'il faut le décider, parce que sinon on ne sera pas au rendez-vous des défis de demain et éventuellement des évolutions chaotiques de nos sociétés après-demain. Alors ça, c'est surtout particulièrement pour les déchets, où il faut mettre l'homme et l'environnement à l'abri de ces déchets. Merci infiniment vraiment pour la clarté de vos propos. Merci de vous être prêté à ce jeu et d'avoir respecté tous les paramètres. Je vous remercie aussi pour votre attention soutenue tout au long de cette table ronde et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne écoute des interventions à venir.